De retour sur les ondes de CIBL, dans votre émission du matin, Les Aurores Montréal, Florence au micro. On en parle beaucoup dernièrement à l'émission. On pourrait dire que le Québec et le reste du Canada aussi vit une sorte de crise politique présentement avec cette menace-là, des tarifs qui règnent toujours. Cette crise est vécue autant par le politique qui essaie de gérer et prévenir ces dites menaces, mais aussi par les citoyens inquiets de l'impact économique qu'une telle imposition pourrait avoir. Avec nous en studio pour aborder l'enjeu et la gestion d'une crise de façon plus philosophique et large, on reçoit le philosophe Michel Binette pour la chronique philo. Merci Michel d'être avec nous. Merci beaucoup. Donc, comme je viens de dire, le thème est d'actualité. Comment voir la situation actuelle d'une manière philosophique? Oui, comme tu l'as dit, la situation actuelle mondiale, on peut l'appeler comme ça, nous amène à se questionner, nous amène à se poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ça nous donne un peu de fébrilité sur l'avenir, en fait. Donc quand on parle de crise, en fait, c'est pour l'amener d'un point de vue plus pour comprendre qu'est-ce que c'est, comment réagir, que faire, en fait. Mais le mot crise, je fais une parenthèse avec le fait que dans certaines traditions, dans certaines langues, c'est la même racine que le mot opportunité. Donc, c'est intéressant, ça nous amène une autre perspective parce qu'en fait, de quoi on parle quand on parle d'opportunité? Parce que pour nous, souvent, culturellement, on dit crise, c'est terrible, c'est comme quelque chose qu'on veut éviter. En fait, ça dépend toujours de comment on aborde les événements, comment on aborde ce qui se passe, en fait, les événements extérieurs et parfois intérieurs. Dans le cas d'une crise, c'est souvent, on passe d'un état X, d'une espèce de statut où on a quand même une stabilité, il arrive un événement, et là, il y a une réaction face à l'événement. Dans le cas-ci politique, on sait ce qui se passe, et puis ça amène une réaction, et là, c'est là cette réaction qui peut causer une crise, en fait. Mais en fait, si on change de perspective, ça peut nous amener une opportunité de se questionner, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Qu'est-ce que je peux comprendre de ça? Au niveau individuel, mais aussi collectif. Est-ce qu'on pourrait dire que les crises font partie de la vie, qu'elles sont inévitables en quelque sorte? En effet, parce que tous nous avons, je pense, vécu des crises au niveau individuel, au niveau, mais aussi au niveau collectif. Ouais. Donc, dans certaines traditions, en fait, sans vouloir être dramatique, mais c'est pas quelque chose qui est évitable. Seulement, ça dépend de la façon qu'on réagit face à ces crises. Comme je le disais, la crise est une réaction face à un événement. En fait, l'opportunité qui nous est présentée, c'est souvent de se re-questionner. Peut-être que, mettons, dans un niveau politique, collectif, peut-être que le modèle de libre-échange, par exemple, ou de mondialisation qui prévaut depuis les années peut-être 60-70, peut-être qu'il est arrivé en fin de cycle, parce que l'histoire a aussi ses cycles. Il y a des cycles d'expansion, par exemple, il y a des cycles de concentration, appelons-le comme ça. Peut-être c'est un modèle qui est à questionner, donc c'est une opportunité collectivement, peut-être, de dire comment aborder les prochaines années d'une autre façon, pour éviter ce genre de choses-là, ou plutôt mitiger ces choses-là. Là, je laisse les spécialistes se questionner. Mais un peu au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut, la parallèle qu'on peut faire? Est-ce que moi-même, dans ma vie, il y a des choses avec lesquelles je fonctionne un peu par inertie? Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne remets pas en question et que peut-être je devrais remettre en question parce qu'il va arriver, de toute façon, une crise un jour. Il va arriver un événement qui va faire en sorte de remettre en question. Par exemple, je sais pas, je vis toujours à crédit, j'ai jamais toujours à la dernière minute, toujours à la dernière scène, une façon de parler. Et donc, un jour, il va arriver un événement où je pourrais plus fonctionner comme ça. Donc, je devrais peut-être remettre en question ce mode-là. C'est un exemple peut-être qui nous arrive de temps en temps. Peut-être, mettre un frein, réfléchir et peut-être prioriser, peut-être revoir mes finances d'une autre façon. Donc, c'est ça que la crise vient... On peut l'anticiper en disant, peut-être remettre en question des façons de faire, des façons de fonctionner, en fait. Pour nous aider dans cette remise en question-là, il y a notamment les philosophes stoïciens qui sont souvent cités pour faire face à l'adversité. Ouais. Pourquoi ils sont souvent cités? C'est des philosophes vraiment intéressants parce qu'ils nous ont laissé en fait des écrits atemporels sur les difficultés en fait. Et c'est souvent des phrases de sagesse qu'on peut trouver, qu'on voit passer même sur les réseaux sociaux. Et c'est très simple. En quelques phrases, ils nous disent quelque chose qui est
est vrai et qui est à la fois simple. Ensuite, il faut l'appliquer. Donc, ça ne veut pas dire de détacher des événements, comme on dit, être stoïque face aux événements. C'est pas ça que ça veut dire, mais c'est d'être un peu plus, centré dans le sens de qu'est-ce que je peux faire face aux événements, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux pas changer. Je peux peut-être donner une mini-citation, là, parce que je trouvais intéressant, de Marc Aurèle. Marc Aurèle, qui est un philosophe stoïcien, l'empereur Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Il nous dit, par exemple, il y en aurait plein, là, mais une qui dit « Vois chaque difficulté que la vie te présente comme une opportunité d'aller à l'intérieur de toi et de chercher tes propres ressources intérieures. Les épreuves que nous rencontrons peuvent et devraient nous éveiller à nos forces. » Donc, c'est intéressant parce que souvent, on dit les problèmes de la vie peuvent être durs à faire face, difficiles à faire face, mais en fait, peuvent aussi nous amener à aller chercher des ressources intérieures pour tranquillement être plus libre, en fait, parce que la philosophie stoïcienne nous amène à se libérer, être plus libre intérieurement face à toutes sortes d'événements. Mais quand même, le contexte politique et social de l'époque, à l'époque des Stoïciens, était différent que celui qu'on vit actuellement. C'était quoi le contexte à l'époque? Oui, c'est sûr que dans l'époque de l'Empire romain, c'était, en fait, il y avait quand même des choses intéressantes, beaucoup de choses intéressantes au niveau de l'art, la culture, la philosophie, la science. Il y avait quand même un développement qu'on peut dire, on appelle l'Antiquité, mais qui est une espèce quand même de foisonnement d'art, d'idées, de culture. Et à la fois, tu avais aux frontières de l'Empire romain, il y avait constamment des combats, des luttes. Et c'était pas facile parce qu'il faut s'en mettre à l'époque, c'est pas un jugement, mais la réalité est qu'il y avait plusieurs peuples qui passaient leur temps à s'entretuer à ce moment-là. Un allait massacrer l'autre et l'autre allait massacrer l'autre, et puis c'était comme ça. Donc, évidemment, c'est pas le même contexte qu'aujourd'hui, mais on peut quand même voir que l'Empire romain a stabilisé, a permis la paix au moins dans l'Empire pour que les choses se développent. Donc, les philosophes stoïciens se développent à cette époque-là où il y avait des grandes difficultés. Il y avait la possibilité de crise à tout moment, si on veut, s'il y avait une invasion, je ne sais pas quoi. Et puis, il y avait la possibilité que tu sois amené à aller au combat ou à être même attaqué. Donc, c'est sûr que ça nous a demandé, ça demandait aux gens étant près de si on veut, disons, de la mort ou du combat. C'est sûr que ça nous amène à aller chercher des choses à l'intérieur qui peut nous amener à réfléchir sur le sens de la vie et le pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. Et les guerres sont toujours d'actualité quand même. Exactement, on voit c'est toujours là. Beaucoup de violence à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale présentement. Ouais. Peut-être pour parler aussi d'un autre genre philosophique, si on veut, il y a la philosophie bouddhiste aussi qui nous parle beaucoup des crises. De quelle façon? En fait, le bouddhisme, la philosophie du bouddhisme est très intéressante. Il y a un aspect qui est très pratico-pratique, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire que dans la vie, il y a des problèmes, il y a des crises. Ils vont nous dire pourquoi, mais aussi comment s'en sortir, en fait. Et donc, c'est toujours actuel parce qu'on n'est pas sorti de là. On a toujours des problèmes dans la vie, il y a toujours des crises, il y a toujours des difficultés. Mais ils vont nous dire pourquoi. C'est souvent parce qu'on s'attache à des choses qui ne dépendent pas de nous. On a de l'attachement, par exemple, à des choses qui... Je donne un exemple, des choses matérielles. C'est sûr que je vais perdre je dis, mettons, un téléphone, je suis attaché à mon dernier téléphone, puis je le perds, là, c'est la crise parce que je l'ai perdu, alors que c'est juste un objet matériel. Mais aussi, je sais pas, j'ai une maison, la maison passe au feu, comme on l'a vu en Californie, et je vais pas banaliser. Perdre ça, c'est difficile, mais il faut savoir que ça peut arriver. C'est pas quelque chose... Si on s'attache, on met toute notre vie et toute notre comment je dirais, nos aspirations dans quelque chose de matériel, il y a un risque d'avoir une crise. C'est ce que le Bouddha nous dit, parce que un jour, on peut le perdre. Même la jeunesse, on est tout jeune à un moment donné, et d'un coup, on n'est plus jeune. L'énergie change, la vie change, le corps change. Donc, si on s'attache absolument à la jeunesse, un jour, on va être en crise parce qu'on va dire, on a perdu quelque chose, et tant qu'on ne l'acceptera pas, ça va rester une tension, une angoisse intérieure. Donc, c'est vrai pour beaucoup d'aspects de la vie qui ne dépendent pas de nous, donc sur lesquels on s'attache, et on devrait peut-être s'attacher à autre chose, d'une certaine façon.
Oui, sauf qu'on reste humain quand même. Oui, c'est pas simple. Puis, justement, comme tu parlais des feux en Californie, tu sais, s'attacher à quelque chose de matériel comme une maison où notre famille vit, c'est quand même presque organique, ça se fait naturellement. Donc, comment est-ce qu'on fait, peut-être d'un point de vue plus philosophique, pour se détacher des événements et des choses matérielles aussi? Ben, c'est sûr que c'est pas simple parce qu'on vit on a besoin d'un toit, on a besoin d'une maison, on a besoin de beaucoup de matériel pour avancer, stabiliser ça comme être humain. Mais se détacher, c'est peut-être se préparer d'abord à savoir, ben ça, OK, je mets cet effort-là, cette énergie-là, mais aussi ce à quoi je peux m'attacher le plus. Même les valeurs, les vertus, et les humains qui m'entourent. Donc, au moins, si je m'attache à l'humain ou à mes relations, ben, je développe ça. C'est des liens qui peuvent être beaucoup plus durables qu'un lien un attachement à une maison ou à une voiture ou à je sais pas quoi. Donc, si mon centre est l'attachement à ce qui est humain, ce qui nous rend humains, et ben, même si une personne décède, ben, le lien reste d'une certaine façon parce que la personne, même si elle n'est plus là, ben, l'amour que je lui ai porté reste. Ça a l'air un peu cliché, mais c'est la réalité. Et puis, bien que je vais m'attacher, que je le veuille ou non, à mes objets, mais si mon centre n'est pas là, ben ça va faire mal sur le coup, mais après ça, bon, je vais me recentrer. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, je reconstruis. Puis, qu'est-ce que je trouve comme ressource pour reconstruire? Ben, merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. On va se revoir, je pense, dans 2 semaines pour une autre chronique philo. Parfait, merci beaucoup. Merci.